Prix de briquet. Excusez-moi. Excusez-moi. Pardon? Excusez-moi, vous n'auriez pas du feu? Non, je n'ai pas de feu. Et vous? Pardon? Je blague. Ah! Oui. Du coup, j'ai pas compris. Vous avez du feu ou pas? Est-ce que j'ai du feu? Oui. Non. Ça aurait été plus simple de dire non tout de suite. Qu'est-ce que vous dites? Rien, je parle pour moi. Vous parlez souvent tout seul? Non, d'habitude je parle avec des gens, mais là, je sais pas pourquoi, j'ai un peu peur d'engager la conversation. Ah bon, pourquoi? J'ai peur que vous fassiez une blague. Excusez-moi, je suis maladroite. Non, c'est pas grave. C'est de ma faute. Je suis un peu nerveux. Vous avez des soucis? Pas vraiment. Enfin, plus vraiment. Excusez-moi, ça ne me regarde pas. Il fait chaud, vous ne trouvez pas? Bon, on veut votre foulard si vous voulez les jours. Je disais ça comme ça pour engager la conversation. Vous n'êtes pas simple. Vous allez où par cette chaude journée d'août? Je retourne dans le village où j'ai passé mon enfance pour enterrer mon père. Pardon. Non, c'est pas grave. J'avais pas vraiment de rapport avec lui. Vous savez, c'était mon père, alors je fais le déplacement. Ça ne touche pas plus que ça. Vous étiez fâché? Fâché? Non, pas vraiment. Disons qu'on avait un peu coupé les ponts. On n'avait pas les mêmes ambitions, pas les mêmes idées politiques. C'était un homme à l'ancienne. C'était mon père parce qu'il avait fait un enfant à ma mère. Et comme je suis le fils de ma mère, par déduction... C'est votre père. C'était. C'était. Pardon. Vous n'êtes pas obligé de vous excuser. Pardon. Et vous? Qui? Moi? Ah oui, il n'y a personne d'autre. Vous m'avez vu. Je ne m'excuse pas, mais le cœur y est. Bon alors et vous? Je vous retourne la question. Où allez-vous par cette chaude journée d'août? Parce que c'est pas un temps voyager, vous allez forcément quelque part. Je retourne à Saint-Félix. Vous connaissez Saint-Félix? Non. C'est pour ça que je vais. Joker. C'est encore une blague ou est-ce que vous parlez aussi en énigme? Ce n'est pas une blague. Ah, donc c'est une énigme. Ah, ça tombe mal, j'ai toujours été mauvais en devinette. J'ai même été recalé au concours d'écriture. Du coup, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah bah je suis éditeur. Vous êtes éditeur? Oh, une petite maison d'édition. Mais revenons à ma question. Vous ne connaissez pas Saint-Félix, mais vous y allez. Pour le tourisme. Ah, je ne savais pas que Saint-Félix apparaissait dans les guides touristiques. Allez,
sérieusement, qu'est-ce que vous allez faire à Saint-Félix? J'ai une tante qui vit à Saint-Félix. Vous êtes éditeur? J'ai des questions à lui poser sur Saint-Félix. Ah bah, j'ai passé 19 ans de ma vie à Saint-Félix, alors si vous avez des questions. Le village de votre enfance, c'est Saint-Félix? Oui. Je suis éditeur. Ah, je vous ai vu. Touché. Ah, pour vous répondre, oui. J'ai passé 19 ans de ma vie à Saint-Félix, où j'ai essayé de me tuer d'ennui. Mais c'est lui qui a failli me tuer. Alors, pour ne pas mourir avant d'avoir passé ma 20e année, je suis parti. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir sur Saint-Félix? Vous êtes déjà allé? Oui, je vous ai dit que j'y retournais. Ah, c'est vrai, pardon. Ne vous excusez pas. Et donc? Donc, je suis journaliste. Et vous faites un reportage sur Saint-Félix? Mais c'est passionnant, ça. Vous savez, j'ai un scoop pour vous. Il ne se passe jamais rien à Saint-Félix. Ah non, non, non. Le seul événement majeur de ces 20 dernières années, c'est quand le tocsin est resté coincé pour l'enterrement de l'ancien curé en 1997. Ah, depuis, il ne se passe rien, hein. Ou pas grand-chose. Vous êtes drôle. Non, mais comme le quart n'arrive pas avant 40 minutes, je m'occupe comme je peux. Parlez-moi de Saint-Félix. Ça fait presque 20 ans que j'ai pas remis des pièces à Félix. Les pieds, non. Mais il vous arrive bien de repenser à Saint-Félix? Donc, vous faites un reportage sur Saint-Félix. Pas exactement. J'écris un roman ou une nouvelle, je ne sais pas encore. Sur Saint-Félix? Sur un événement qui a eu lieu à Saint-Félix. Je vous ai dit que le seul événement Tout le majeur... monde ne donne pas la même signification au mot événement, mais des événements ont bien eu lieu à Saint-Félix. Du genre? Du genre qui font une histoire. Je peux lire? Je suis éditeur. C'est rien qu'un brouillon. Ça me gêne de faire lire ça, c'est très personnel. Si vous voulez publier un livre, il faudra forcément quelqu'un le lise. C'est un peu le principe d'un livre. Peut-être en effet, mais il me faut le temps. Est-ce que vous savez que 18% des livres sont publiés post-mortem? Vous voulez ma mort? Non. C'est pas ce que je dis. Mais je dis juste que vous n'êtes pas une exception. Vous savez, on trouve tous les jours une multitude de manuscrits passionnants et plutôt bien écrits qui n'ont jamais été édités du vivant de leur auteur. Tout ça parce que le fameux auteur n'a jamais franchi le pas de faire lire son roman, ne serait-ce qu'à un proche. C'est bien ce que je dis. Vous voulez que je meure pour récupérer mon manuscrit et l'éditer en votre nom? Mais ne soyez pas parano. Il parle de quoi, votre livre? Je ne vous le dirai pas. Eh ben, ne le dites pas! Vous n'avez toujours pas de feu? Vous avez déjà entendu parler de la ferme Ronchamp? La ferme Guérin-Ronchamp? La veuve Ronchamp? Oui. Oui, je la connais. Ou plutôt, je l'ai connue. Tout le monde connaît Irène à Saint-Félix. On allait chercher de lait 2 ou 3 fois par semaine chez elle quand j'étais enfant. Il m'est même arrivé de traire à la main une vache ou deux, même si la tête était déjà automatisée. Ah, une femme courageuse. Elle tenait à bout de bras l'exploitation de son mari décédé. Cancer du poumon. Vous savez si elle est encore vie? Non, je ne sais pas. Ah, donc vous ne faites pas la biographie d'Irène-Ronchamp? Pourquoi? Ah bah sinon, vous sauriez si elle est encore en vie? Pas forcément. Eh ben, vous n'êtes pas clair. Si vous ne voulez pas parler, ben ne parlons pas. Ne parlons pas. Vous écrivez un récit sur l'élevage des vaches laitières. Mon histoire, ou plutôt celle de mon héroïne, débute il y a une vingtaine d'années. Pas très précis. C'était l'été. Juin, juillet, août. Août, il faisait chaud, très chaud. Comme aujourd'hui. C'est l'histoire d'une petite fille amoureuse. C'est un bon début, ça. Je peux lire? Juste pour voir le style. Vous êtes impatient. Ah ben ça vaut mieux d'être parano. Allez, faites-moi lire. Je préfère raconter. Vous comptez publier des livres ou faire des conférences? Elle s'appelle Nina. Nina. Ça ne vous plaît pas comme prénom? On dirait pas un vrai prénom. C'est quoi votre prénom à vous? Jean. C'est sûr que Jean, c'est un vrai prénom. Moi, c'est Lisa. Lisa. Ça ne vous plaît pas non plus? Non, c'est pas ça. En même temps, j'ai pas vraiment le choix. On a toujours le choix. Dans ce cas précis, non. Vous pouvez faire le choix d'arrêter de me parler. Et pourquoi je ferais ça? Parce que mon prénom vous dérange. Non, il ne dérange pas.
Racontez-moi votre histoire. Nina est une enfant de 12 ans quand elle arrive cet été-là chez sa tante Irène. Vous vous foutez de moi? Pardon? Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous vous emportez comme ça? Je ne m'emporte pas. Je veux juste que vous arrêtiez de me prendre pour un con. Vous commencez par me raconter l'histoire de cette prétendue Nina, vous prétendez vous-même vous appeler Lisa, et maintenant vous parlez d'Irène Rochant. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est vous qui m'avez demandé de raconter. Je ne vous ai pas demandé de vous foutre de ma gueule. Excusez-moi, ne parlons plus alors. Montrez-moi vos papiers. Vous délirez? Je veux voir vos papiers. Vous êtes de la police? Je croyais que vous étiez éditeur. Qui êtes-vous? Vous savez qui vous êtes, vous? Arrêtez de vous foutre de moi et répondez à ma question. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous me voulez? Et puis d'abord, qu'est-ce que vous faites à cet arrêt-car sans valise? Quoi? Vous croyez que je n'ai pas vu que ce n'était pas de valise? Où sont vos affaires? Je les ai égarées, monsieur le détective. Vous foutez de moi. Le jour où je viendrai, je serai sans bagage. Que t'importe après tout ce qu'il y aura dedans? Tu me reconnaîtras voir mon visage. Il y a tant et tant de temps que tu m'attends. Et vous êtes folle. Mais qui êtes-vous? Dites-le-moi! Je vous l'ai dit, je m'appelle Lisa. J'ai l'intention de raconter une histoire qui a eu lieu à 30 km d'ici, dans un petit village il y a tout juste 20 ans. Je veux que tous ceux qui se taisent depuis toutes ces années aient mal du poids de leur silence. Je veux que tous, sans exception, tous les responsables du drame qui a coûté la vie à une adolescente et brisé les rêves d'une enfant soient mis face à leur ignominie. Lisa était malade. Personne ne l'a tuée. Je vous interdis de dire ça. Faites-moi dire ça! Ne touchez pas! Je sais pas ce que vous cherchez, Lisa, si c'est bien votre prénom. Mais sachez que je n'ai pas l'habitude de me faire insulter, abuser et traîner dans la boue pour la première venue sans riposter. Je n'ai encore rien dit. Cessez de me mettre en bateau, vous savez très bien qui je suis. Je ne le sais que trop bien. Mais qui êtes-vous, nom d'un chien? Pourquoi avez-vous peur? Vous avez des choses à cacher? À cacher, non pas vraiment, à oublier. C'est certain. Vous saviez que Nina avait une sœur? Je ne savais pas. Je suis la grande sœur de Nina. Vous êtes la grande sœur de Nina. Oui. Et vous vous appelez Lisa. C'est interdit. Oh, mais avouez que c'est pas de chance. Il n'y a que dans les romans qu'on ne trouve pas deux personnages qui portent le même prénom dans une même histoire. C'est vrai que ça sème la confusion. Mais la vie, c'est pas comme dans les romans. Vous n'avez jamais eu de camarades de classe qui portent le même prénom que vous? Si, bien sûr. Quand vous dites que Lisa était malade, vous essayez de vous trouver une excuse. Avant cette histoire, Lisa avait fait plusieurs tentatives de suicide. Avorter, des appels au secours. Là, elle ne pouvait pas en réchapper. Qu'est-ce que vous savez exactement de cette histoire? Je n'ai aucun souvenir de vous. Vous n'étiez pas là cet été-là. Sinon, je m'en souviendrai. Et puis d'abord, si Irène était votre tante, vous sauriez si elle est encore en vie, non? Et puis alors, où est votre valise? Faites-moi lire votre manuscrit. Nina m'a tout raconté peu après son retour à Paris à la fin de l'été. On s'était promis d'en parler à personne. De quoi exactement? Qu'est-ce que Nina vous a raconté? Tout. Elle m'a tout raconté. Quand elle est rentrée, quelque chose avait changé en elle, je l'ai vu tout de suite. Quelque chose s'était brisé, une lumière s'était éteinte. On ne voyait plus l'enfant dans ses yeux. Ça arrive des fois à l'adolescence. Vous essayez encore de vous trouver des excuses. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Pendant plus de 15 jours, elle n'a rien dit du tout. Son visage s'était assombri, elle qui n'était que joie. Elle ne mangeait plus rien, elle qui dévorait d'habitude. Ma mère n'avait pas l'énergie pour lui ramener la joie. Nina m'avait parlé de votre mère. Bref, un jour, je l'ai prise par la main, je l'ai emmenée au Sacré-Cœur et on s'est assis sur les marches, comme on avait l'habitude de le faire étant enfant avec maman. On a regardé l'horizon, et là, les yeux fixés dans la ligne des nuages, au milieu des vendeurs de souvenirs, des cris d'enfants et des touristes, elle m'a tout raconté, sans aucune émotion. Elle était vide, son cœur était vide. Je ne l'ai plus jamais vue heureuse. Elle souriait de temps en temps, mais son sourire était toujours accompagné d'une petite grimace, une sorte de moue inimitable qui lui donnait un air si particulier. Vous parlez d'elle au passé, elle est... Non, elle n'est pas morte, pour l'état civil. Elle travaille dans le sud, près d'Avignon, dans un hôpital psychiatrique. Infirmière? Pas vraiment. Elle s'occupe des patients, les emmène se promener, leur fait la lecture, mais elle ne veut plus voir personne qui la rattache à cette histoire, à son passé en général. Près d'Avignon?
Montfavet. C'est ça. Vous connaissez? Camille Claudel. Nina vouait une passion sans limite à Camille Claudel et à son œuvre. Ce n'est pas par hasard qu'elle est là-bas. On a diagnostiqué chez Camille Claudel une démence paranoïde. Vous me traitiez de paranoïaque tout à l'heure. Il y a différents niveaux de paranoïa. Chez Nina, on n'a rien diagnostiqué du tout, si ce n'est une extrême mélancolie. Qu'est-ce que vous savez exactement de cette histoire? Et qu'est-ce que vous avez écrit dans votre bouquin? Et pourquoi sortir ça maintenant, hein? 20 ans après. Vous avez besoin d'argent? Vous voulez créer la sensation? Vous avez oublié de me demander pourquoi je n'ai pas de bagages. Répondez, s'il vous Ça plaît. fait 5 questions, je commence par laquelle en premier? Choisissez. Je les ai vraiment égarées. Très drôle, répondez. Nina ne m'a pas tout raconté dans l'ordre. Elle a commencé par me parler d'une robe, champagne, que maman lui avait offerte. C'était une robe qu'elle adorait. Je ne me souviens pas d'avoir vu un seul jour sans cette robe champagne cet été-là, avant Saint-Félix. Sa robe champagne. C'est vrai qu'elle la mettait tous les jours. Je me demandais comment elle faisait pour sentir si bon alors qu'elle la mettait tous les jours. Elle la lavait le soir et la faisait sécher sur le bord de la fenêtre de sa chambre, et la remettait le lendemain, même si parfois elle était encore humide. Quand l'orage de la nuit précédente avait un peu trop duré et qu'elle n'avait pas eu le temps de sécher complètement. Si elle avait continué à la porter, le tissu aurait fini par devenir transparent, à force de lavage et d'exposition au vent et au soleil. Sa robe champagne. Cette robe, elle ne l'avait plus quand elle est revenue de Saint-Félix. Elle ne l'avait plus à l'enterrement, en effet. Elle a commencé par me dire qu'elle l'avait jetée, que cette robe, elle la détestait, qu'elle était tachée, souillée, qu'à partir de maintenant, elle ne porterait plus de robe de toute façon, que les robes, c'était bon pour les allumeuses. Allumeuses? C'est vous et vos amis qui lui avez mis ce mot-là en tête, n'est-ce pas? J'étais un gamin. C'était une enfant. J'étais amoureux d'elle, sincèrement. Elle vous aimait. Nous étions des enfants. Parce que vous croyez que l'amour est moins fort quand on est enfant. Vous croyez que les blessures sont moins profondes quand on a 12 ans que quand on en a 40. La couche de protection n'est pas encore formée quand on est enfant. On se donne, on donne tout. On tremble d'amour, on frémit de joie au sourire de l'autre, on pleure de sa présence. On jouit de la main passée dans les cheveux, c'est beau, c'est pur, mais c'est terriblement dangereux. Parce que quand le cœur est ouvert complètement, on n'a pas de défense. C'est sa vie qu'on donne. Elle vous a offert sa vie, vous n'avez fait que jouer avec elle. Je n'ai pas joué, pas avec elle. Vous savez pas ce que je ressentais, ce que j'ai ressenti. J'étais un gosse paumé. Ce jour-là, quand Nina est arrivée, c'était le 6 août. Le car l'a déposé sur la place de l'église, je l'ai vu descendre du car. Vous vous souvenez de la date? 19h41. Vous vous souvenez de l'heure? Je connaissais les horaires de car par cœur. Ma mère rentrait du travail par le car de 19h41, 5 jours par semaine. Et ce jour-là, c'était un mercredi. Oui, je me souviens aussi du jour. Le ciel était rouge, un peu comme aujourd'hui. Il y avait de l'orage pas loin, mais pas à Saint-Félix. Nous traînions avec une bande de copains. Pierre, Alain et Sébastien. Vous vous souvenez de leurs prénoms? Que des vrais prénoms, faciles à retenir. Et puis je prends des notes, je suis journaliste. Mais vous n'avez pas de valise. Et vous, vous n'avez pas de feu. Excusez-moi, tout à l'heure. Quand j'ai dit que Nina n'était pas un vrai prénom, c'est pas ce que je voulais dire. J'étais sur la défense. Ne vous excusez pas. Pas pour ça, en tout cas. Ce jour-là, c'est ma mère qui espérait avoir descendu du car. Quand ma mère rentrait, tout était plus simple à la maison. Elle n'est pas rentrée ce soir-là? Non. Ma mère avait des amants. Et quand elle ne rentrait pas, c'est qu'elle passait la nuit avec l'un d'entre eux. C'est pour ça que je connaissais les horaires de car par cœur. On parlait beaucoup dans le village. Vous savez, c'est pas facile d'entendre tout le monde dire que avec une seule. Mais pourtant, ni Pierre, ni Alain, et encore moins Sébastien n'ont jamais rien dit sur ma mère. C'est pour ça que c'était mes amis. Alors quand ma mère ne rentrait pas par le quart de 19h41, et que je sentais leurs mains se poser sur mon épaule, ben même si j'avais envie de pleurer, ça m'aidait à retenir mes larmes. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Foutez-vous de moi. On a tous vécu des traumatismes. Ça n'excuse pas. Ça explique tout au moins. Vous savez pas ce que j'ai vécu. Non, mais je sais ce qu'elle a vécu. C'était pas vous. Vous n'avez pas vécu dans votre chair. C'est ma sœur, c'est tout comme. Vous n'avez jamais eu de sœur, de frère ou d'enfant. Non. Alors vous ne pouvez pas comprendre. Quand Nina est descendue du car, elle vous a tout de suite remarqué. Elle a été captivée par votre regard, elle l'a pris pour elle. Elle a eu la sensation que vous vous étiez reconnu dès le premier regard.
Je cherchais ma mère, mes yeux. J'ai vu cette gamine, je lui ai souri par politesse. Elle me regardait avec des grands yeux. On lit ce qu'on veut dans le regard de quelqu'un, ou ce qu'on peut. Mes yeux cherchaient ma mère et ma mère n'était pas là. Alors mes yeux se sont perdus dans le vide et se sont posés une fraction de seconde sur le regard de notre sœur. J'ai vu la veuve Ronchamp qui accueillait la gamine. Ne l'appelez pas la gamine. C'est pas un manque de respect, j'en raconte, c'est tout. Et je vous ai déjà dit que j'étais amoureux d'elle. C'est encore pire ce que vous avez fait. J'ai pas eu le coup de foudre. Elle avait 12 ans, elle était rousse et j'en avais 15. Vous étiez brun. À 15 ans, on flash sur les filles de 18 ans. Et à 12 ans, on flash sur les garçons de 15 ans. Brun. Mais j'y peux rien. Non. Mais votre histoire commençait déjà par un malentendu. Mais la vie est une succession de malentendus ou de quiproquos. C'est ce qui fait la beauté des rencontres. Et je ne vois pas en quoi ça a sali tout le reste. Vous avez raison, le reste n'est pas sage. Je parlais de notre amour. J'avais compris. Le hasard provoque les choses. Comme notre rencontre. Dans ce cas précis, j'accuserais plutôt le manque de bol. Pour vous ou pour moi? Mais pour vous comme pour moi. Remuez toute cette peur ne fera bien personne, si vous voulez mon avis. Oui, j'avais enterré cette histoire. Et oui, je devais enterrer mon père. Et tous les souvenirs sordides que j'avais de lui. Mais au moins, j'aurais pu croiser son regard qui me réclamait je ne sais quel pardon impossible. À chaque fois qu'il prenait le train pour venir me voir chez moi, une fois tous les 3 ans. Votre père vous battait. Mais bien entendu, sinon le portrait ne serait pas complet. Ma mère est une pute et mon père est un alcoolique violent. J'aimerais oublier tout ça. On n'oublie rien. Un souvenir de mon père que je n'arriverai jamais à effacer. C'est son odeur. Il sentait le vin. On aurait dit qu'il transpirait le vin rouge, tant tout en lui était imprégné de cette odeur de vinasse. Quand il allait se coucher livrement, après m'avoir donné un dernier coup de poing dans le ventre, je ne savais pas si cette envie de vomir était due à la douleur ou à l'odeur qui suivait partout où il passait. On dirait du Zola. Pas besoin d'imagination pour écrire un roman, il suffit juste de piocher dans sa réalité. Écrivez votre histoire. Je ne suis pas doué pour ça. Par contre, vous êtes doué pour séduire des jeunes filles, rousses, de 12 ans, leur faire croire à l'amour, les enrober dans des beaux sentiments, des belles promesses et... Et en ce qui concerne Lisa, qu'est-ce que Nina vous a raconté? Lisa. C'était ma cousine, mais je ne connaissais pas bien Lisa. Je ne suis allée qu'une ou 2 fois à Saint-Félix en réalité. Ma mère et Irène ne s'entendaient pas très bien. Si Nina a passé une partie de l'été cette année-là chez elle, c'est que ma mère ne pouvait pas faire autrement. Il y avait une histoire d'héritage entre elles, on en parlait le moins possible. Je savais que Lisa était un peu spéciale, mais elle n'était pas folle. Nina m'a affirmé à plusieurs reprises que Lisa n'était pas folle. Si ce n'est de votre ami Sébastien. Lisa était très amoureuse de Sébastien. Pour une fois qu'une fille tombait amoureuse de Sébastien. Il fallait que ce soit la folle. Non mais oui, que c'est pas de chance, hein. Lisa était gentille, mais enfin de là tomber amoureux d'elle. Son traitement la rendait un peu bizarre et lui faisait prendre du poids. Oh, elle transpirait énormément. Ce n'était pas de sa faute. Non, mais quand on a 15 ans, on tombe difficilement amoureux d'une petite grosse débile qui transpire. Vous êtes un monstre. Vous voyez quand je parle avec vous, que vous me racontez vos souvenirs, que vous essayez de me faire pleurer avec vos drames familiaux, vous allez très certainement bientôt me raconter que votre grand-père s'est défenestré accidentellement en essayant de fermer un volet un soir de grand vent. Je me dis que finalement, vous n'êtes pas si mauvais que ça. Mais dès qu'on creuse, dès qu'on parle de l'humain, vous avez un profond dédain pour l'humanité. Derrière votre air gentil, il y a une vision des hommes nauséabondes. La vie ne m'a pas fait de cadeau. Je me suis blindé, c'est tout. Lisa était très amoureuse de Sébastien. Lisa était excessive en tout. Son amour était d'autant plus grand qu'elle était malade. Elle était malade d'amour. On ne se moquait pas d'elle. Nous étions les gentils du village. Je ne voudrais pas rencontrer les méchants. On voulait juste s'amuser, mais nous, contrairement à d'autres, nous étions les seuls à tolérer sa présence. Si vous écrivez un essai sur la tolérance, je l'achète tout de suite. Je vous ai dit que je n'écrivais pas. C'est vrai, pardon. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas excusé. Et je m'en excuse. Avant ça, on ne faisait pas vraiment attention à Lisa. Mais à qui faisiez-vous attention? Excusez-moi. Et excusez-moi de m'excuser. Mais quand on a 15 ans, qu'on est ravagé par nos problèmes personnels, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Excusez-moi à mon tour, mais tous les adolescents ne tourmentent pas les gamines de 12 ans et ne poussent pas les jeunes filles au suicide. Ah mais parce que vous croyez que j'en avais fait mon fonds de commerce. Vous croyez que j'avais monté une boîte spécialisée dans le meurtre et le viol des fillettes. Donc vous avouez que c'était une forme de viol. Non, mais pas plus qu'un meurtre. Mais vous me poussez à bout. Vous me faites dire des choses que je devrais garder pour moi. Non, c'était pas un viol.
Je ne l'ai jamais touché. Ce que vous avez fait est bien pire que si vous l'aviez touché. Viol moral. Je sais. Petit moment. Et je l'aimais. Bel amour. Parlez-moi de cet amour. Il est venu petit à petit. Nina n'est même pas restée 3 semaines à Saint-Félix. Je sais, laissez-moi raconter. Franchement, il n'y avait rien de glorieux que les copains tombent amoureux d'une fillette de 12 ans. Si j'avais pu faire autrement, ben jamais je serais tombé amoureux d'elle. C'est pour ça que je ne parlais à personne au début. C'est arrivé par hasard. Ça a commencé le jour où Irène a demandé à mon père de venir m'aider à nettoyer la treilleuse. Ça arrive assez souvent qu'elle vienne lui demander de faire des petits travaux dans la ferme le week-end. Et ce week-end-là, j'avais été privé de sortir pour une connerie que j'avais faite. Alors mon père avait décidé de m'emmener avec lui. Je détestais ces moments où je passais des heures seul, avec rien à faire et personne qui parlait. Dans ces moments, le temps me semblait tellement long. Et ce jour-là, il faisait chaud. Mon esprit divaguait, et cette chaleur. Il y avait quelque chose de sensuel dans cette chaleur. Alors je suis allé me réfugier à l'ombre de la vieille grange. La grange. Oui, la grange. L'arrière de la grange donnait sur un grand pâturage. Je connais la grange et le pâturage. Ah bon? Je vous ai dit que j'étais déjà allée à Saint-Félix. C'est vrai, je suis bête, vous m'avez déjà dit. Et votre temps, forcément? Non, pas forcément, mais j'y suis allée. Vous êtes difficile à suivre, des fois. Continuez. La grange. Qu'est-ce que vous alliez faire derrière cette grange? Si je vous le dis, vous allez encore m'insulter. Non. Si. Vous êtes un porc. Non, je suis un homme. Et tous les hommes font ça. Et quand on a 15 ans, on le fait 10 fois par jour parce qu'on n'a pas le temps de le faire parfois. Ça me dégoûte. Excusez-moi d'être sincère. Pardon. Ce qui me dégoûte, ce n'est pas que vous alliez derrière cette grange pour faire votre petite besogne. Au fond, vous avez raison, tous les hommes font ça. Et ne croyez pas que les femmes soient en reste. Laissez-moi le mot. On en parle moins, c'est tout. Non. Ce qui me dégoûte, c'est tout ce qui a suivi. C'est dans la logique, finalement. Ce sont vos pulsions sexuelles qui ont entraîné tout le reste. Quand je pense que pour Nina, cette rencontre était si pure. Pour moi, ça n'enlève rien, la pureté. Vous en parlerez à Nina quand elle aura lu le livre. Ça ne sert à rien qu'elle l'apprenne. C'est du domaine de l'intimité. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. Parce que malgré le fait que vous n'ayez pas confiance en moi et que vous commenciez légèrement à me haïr, vous avez besoin de vous confier à quelqu'un. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. C'est pour ça aussi que vous êtes allé derrière la grange, pour vous libérer de quelque chose. Non, n'oubliez pas ce moment. Vous ne ferez de bien à personne. Revenons-en au moment où vous alliez vous faire du bien derrière la grange et où vous avez rencontré une petite fille de 12 ans. Je n'y suis pour rien, mon sang. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle. Vous avez raison, continuez. Je suis arrivé derrière la grange. Nina était debout dans l'herbe, quelques mètres du mur. Juste à la limite entre l'ombre et le soleil. Elle avait sa robe champagne. La limite de l'ombre semblait la couper en deux dans une symétrie parfaite. À la lumière, ses cheveux étaient presque rouges. À l'ombre, on a presque cru qu'elle était brune. Je me souviens qu'elle m'a parlé tout de suite. Comme si nous étions au plein milieu d'une conversation. Seuls les enfants font ça. Vous entrez dans leur univers et ils n'ont pas besoin de transition pour vous y accueillir. Elle m'a dit quelque chose comme... Tu sais, je me mets toujours là où le soleil perd. Elle vous l'a dit? Elle disait toujours ça. Vous en parlez encore comme si elle était morte. Quelque chose est mort en elle cet été-là. Nina adorait inventer ce genre de jeu. Elle disait toujours que le soleil est plus chaud juste à l'endroit où il disparaît pour laisser place à l'ombre. C'est un peu toute la vie qui est comme ça. Parfois, les choses meurent lentement. Pas cet été-là. Pas cet été-là. On a parlé tout l'après-midi. De quoi? De rien, de tout. De son père, de votre père. Et du mien beaucoup. Et de ma mère aussi. De ce monde d'adulte qu'on ne comprenait pas. Ça a été le début d'une parenthèse entre nous. Quand on était tous les deux, juste tous les deux, c'est comme si rien ne pouvait nous atteindre. On prenait de la distance en se racontant nos tragédies respectives. Et on riait. Et beaucoup. Oh mais qu'est-ce qu'on riait? De la violence de la vie, de la mort aussi.
Ensemble, on s'est sentis intimes immédiatement. Pourtant, pour moi, au début, c'était qu'une histoire d'amitié. J'imaginais pas tomber amoureux d'une enfant, même si j'en étais un moi-même, malgré mes 15 ans. C'est venu plus tard, au bout de quelques rendez-vous, sans que je m'en rende vraiment compte. Cet après-midi-là, on s'est parlé tout l'après-midi et on s'est promis de revenir le soir au même endroit, sans savoir que ce serait ainsi tous les soirs. Elle ne vous a pas parlé de moi? Non. Je lui ai parlé des copains et de votre cousine. Nina aimait profondément Lisa. Elle l'appelait sa petite sœur, même si Lisa avait 2 ans de plus qu'elle. Elle s'était donnée pour mission de l'aider à trouver sa place, malgré sa différence. Le suicide de Lisa l'a détruite. Vous avez combien de différences avec Nina? 2 ans. C'est cet après-midi que Nina m'a annoncé que Lisa était amoureuse de Sébastien. Bon, c'était pas une surprise, hein, ça ne faisait que confirmer les signes. Mais une vanne s'est ouverte ce jour-là. C'est à ce moment-là que notre histoire a commencé. Si j'avais su comment les choses tourneraient, je ne savais pas que je finirais par aimer Nina. Vous regrettez? C'est terrible le sentiment que je ressens. Pourquoi je vous dis ça? Allez-y, parlez. J'ai besoin de vous raconter. On appelle ça se confesser. Vous n'êtes peut-être pas la meilleure personne. Peut-être que si, justement. Et pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de vous? Nous nous étions disputés juste avant son départ. Vous aussi, vous avez des choses à confesser. J'avais un petit ami. Nina était terriblement jalouse, alors pour me punir, elle m'ignorait complètement. C'était comme si je n'existais plus, elle occultait complètement ma présence. Quand nous étions à table, c'était terrible, très désarmant, bien plus que des mots durs. Nina a cette capacité-là. Peu de gens l'ont, ça n'a rien d'évident à faire comme si l'autre n'existe pas. Ça ne m'étonne pas qu'elle ne vous ait pas parlé de moi. Mais parlez-moi de ce sentiment si terrible. Je regrette. Et à la fois... Vous ne pouvez pas dire ça. On ne peut pas revenir en arrière de toute façon. Vous êtes sûr? Lisa est morte. Comment ça s'est passé exactement? Nina ne vous a pas raconté. Je veux que vous me disiez comment ça s'est passé pour vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Nina m'a raconté ce qui s'est passé en bas dans la grange. Elle n'a pas vu ce qui se passait au-dessus. Elle ne vous a pas regardé, elle n'a pas regardé en haut. Elle a subi, est partie et ne s'est pas retournée. Elle s'est créée une image, mais elle n'a rien vu. À part la robe et ses mains. L'avant, oui. Le rendez-vous. Les rendez-vous. On avait rendez-vous tous les soirs, derrière la grange, avec Nina. Et quand il y avait de l'orage, ou qu'il pleuvait, on se réfugiait à l'intérieur. Je ne parlais pas de ces rendez-vous-là. Hein? Vous pensiez vraiment que tout ça resterait enterré à jamais? Vous savez, les informations se diffusent. C'est dur de garder un secret éternellement. Vos amis Pierre, Alain, Sébastien, vous pensez qu'ils n'ont jamais rien dit? La loi du silence est puissante dans ces endroits, vous savez. Et puis Sébastien n'aurait rien dit, quoi qu'il en soit. Vous vénérez ce Sébastien, mais c'est le pire des salauds de toute cette histoire. Et puis votre belle histoire d'amitié me fait doucement rire. Depuis combien de temps ne les avez-vous pas revus, vos chers amis? Je n'ai revu ni Pierre ni Alain depuis que je suis parti il y a 20 ans. Quant à Sébastien... C'est beau l'amitié. C'est ça, fait quoi la leçon? Vous n'avez pas revu votre soeur depuis quand? La faute à qui, espèce de merdeux? Bon, ça suffit. J'appelle un taxi, je vais aller l'attendre là-bas. Je ne veux plus vous parler. Vous m'embrouillez. Vous me faites dire des choses que je devrais garder pour moi et vous m'insultez et vous insultez mes amis. C'est beau l'amitié. Ah, mais vous me mettez mal à l'aise, hein? Vous m'amatouez, vous me faites parler, mais en fait c'est pour mieux me défoncer derrière. Vous essayez de me tirer les verres du nez, alors qu'en fait vous connaissez toute cette histoire par cœur. Et en fait vous voulez me torturer, c'est ça? Remuer le couteau là où ça fait mal. Mais je suis pas maçon, vous entendez? Je suis pas maçon. Je vous ai dit que je voulais oublier cette histoire. C'est entendu? Allez-y. Écrivez votre roman, votre machin. D'ailleurs, je suis sûr que vous l'avez déjà écrit. Vous avez juste besoin de moi pour votre préface. Non. À moins que vous ayez égaré votre manuscrit en même temps que votre valise. Mais c'est ça. Ah bah allez-y, racontez à tout le monde à quel point les adolescents perdus que nous étions avons été des monstres. Et gargarisez-vous de votre vengeance. Mais ça vous ramènera pas votre sœur. Et encore moins votre cousine. Et vous n'arriverez pas à ternir les seuls souvenirs joyeux que j'ai de mon enfance. Pierre, Alain et Sébastien.
frappez-moi et finissez-moi avec un coup de pied dans le ventre si ça peut vous soulager. Votre père est mort, il faut bien que quelqu'un prenne le relais. C'est pervers, Lisa. Vous ne savez pas à quel point. Putain de raison. Pas de raison là-bas non plus. Non, je vais essayer de ce côté. Ça sent la cigarette, non? Je ne sens rien. Vous ne sentez pas? Non. Ça doit être le manque. Foutez-vous de moi. Nina m'a dit que vous lui aviez appris à rouler lors de notre rendez-vous. Je ne vous parle plus. Dès l'instant où vous avez commencé à vous voir, elle ne s'est mise à vivre que dans l'attente de ces moments. La journée était superflue, même le soleil d'août ne la réchauffait pas assez. Elle comptait les heures. Les minutes. Les secondes à attendre. Elle vous a aimé dès le premier instant, Jean. Elle aurait fait n'importe quoi pour vous. Elle croyait à vos rêves d'absolu, à vos promesses. Elle ne savait pas ce qui se cachait en vous. Elle n'aurait jamais pu imaginer la perverse machination que vous ourdissiez en silence, tandis que vous lui parliez, yeux dans les yeux, le mensonge aux lèvres. Que vos mains palpaient les siennes, moites de la honte qui gangrénait votre esprit torturé. Elle vous a donné bien plus que sa confiance, Jean. C'est son âme qu'elle vous a donnée et vous vous en êtes servi pour vos horribles desseins. Vous savez qu'elle s'est sentie coupable de la suite. Elle n'a jamais pu ôter de son esprit l'idée que si elle n'avait pas organisé pour votre ami Sébastien ces rendez-vous ignobles, cette fauche sans nom, cette parenthèse d'inhumanité, le reste n'aurait pas eu lieu, que Lisa serait toujours en vie, que sa vie à elle aurait eu un autre sens. Vous savez que Nina n'a jamais aimé après ça. Vous savez qu'elle n'a jamais connu d'homme. Vous savez que Nina est devenue une femme dans cette grange et qu'après ça, elle n'a plus jamais pu en être une. Elle ne s'est jamais autorisé le droit d'être une femme. Vous savez que son amour pour vous a été fondateur. Vous savez que Nina vous doit chaque pierre de la forteresse qu'elle a bâtie autour d'elle. Vous savez que vous avez détruit sa vie. Vous savez à quel point je vous hais. Vous savez que Nina ne voit plus les couleurs. Qu'est-ce que vous racontez? Nina ne voit plus les couleurs. C'est possible, ça? C'est possible.
Excusez-moi, expliquez-moi. Ne vous excusez pas. Pourquoi les rendez-vous? Lesquels? Arrêtez de jouer au con. Mais c'est un jeu à la con, mais j'aimais Nina. Mais c'est quoi cette histoire de couleur? Vous n'avez jamais aimé Nina. Mais j'aimais Nina, une partie de moi l'aime toujours. Je m'en fous. Quel jeu? Mais c'était une idée de Pierre. Les absents ont toujours tort. Mais non, c'est vrai, c'était une idée de Pierre. Pierre, le beau, le grand, le fort Pierre, le chef de la bande. Mais il n'y avait pas de chef, pas plus que de sous-chef, c'est juste que Pierre avait plus d'expérience que nous. Il avait déjà fait... Enfin, il nous avait raconté comment Le menteur. Non, c'est vrai, il avait connu une fille, il nous avait dit comment c'était, nous. Mais nous, on était des gamins, on avait 15 ans, on n'avait jamais vu une femme en vrai. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Bande de demeurés. Lisa était peut-être perturbée, mais vous étiez des demeurés. Arrêtez de m'insulter, j'ai déjà assez de honte avec tout ça, pas besoin d'en rajouter. Hein. On voulait juste voir comment c'était. Avec la petite grosse débile. J'avais pas l'embarras du choix. Il n'y avait pas d'autre fille au Mais village. si, bien sûr. Mais c'était plus facile de manipuler l'idiote du village. Mais je n'en tire aucune fierté. Il ne manquerait plus que ça. Mais quand j'ai eu la confirmation que Lisa était amoureuse de Sébastien, j'en ai parlé tout de suite aux copains. Pierre nous a exposé son plan. Je devais faire passer des mots à Lisa par l'intermédiaire de Nina, et Sébastien donnait des rendez-vous à Lisa. Dans la grange. Oui, dans la grange, oui, petit à petit la mettre en confiance, et au bout de quelques rendez-vous, il va lui demander de se déshabiller pour voir. Et nous autres, on serait là cachés, bien C'est entendu. immonde et grotesque. Et ce n'était pas dans la nature de Sébastien de faire ça. Je ne crois pas à la nature. Je crois qu'on est ce que les autres font de nous, et les circonstances. Ou plutôt, je crois qu'on est ce qu'on fait de ce que notre entourage nous donne à manger. On a une part de choix, sinon ça serait trop facile. Mais ça n'a pas été facile pour Sébastien. Mais il l'a fait. Mais oui, mais bien sûr, mais parce que Sébastien, il avait peur d'être abandonné. Il n'aurait pas supporté d'être exclu du groupe. Je pense qu'il l'a fait pour ne pas tomber dans l'estime de Pierre. Donc Pierre était qu'un chef. Mais si vous voulez. Et vous? Et moi, je voyais pas le mal. J'étais à cran. Je n'aurais jamais imaginé demander ça à Nina. Répétez ce que vous venez de dire. Je ne l'aurais jamais imaginé. Et Alain? Mais je me suivait. Alors on fait partie, on faisait partie de ces personnes qui sont toujours là présentes et qui donnent jamais leur avis, mais qui sont tout acquiescées, comme si ça leur passait au-dessus. Ils laissent les autres prendre des décisions, sans jugement. Ils suivent activement, mais ils suivent simplement. Il n'a pas toujours fait que suivre. Mais au final, c'est Pierre qui a soufflé la direction. Pierre, ah oui, le chef. Quand je pense au parallèle entre vos rendez-vous avec Nina et ceux de votre copain Sébastien avec Lisa, quel cynisme quand même. Promettre l'éternité de l'amour à une gamine de 12 ans tous les soirs à la tombée de la nuit, quand on a passé l'après-midi à lorgner les nichons de sa cousine en paluchant. Et vous trouvez ça si fou que ça? Si antinomique? Pas dans l'absolu, on appelle ça le mensonge. Oui, ou le désespoir, ou l'oisiveté, ou différentes parties d'une personnalité. Vous savez, on peut être romantique et obsédé sexuel. Et puis j'avais 15 ans. Je ne vois pas en quoi votre âge vous dédouane de quoi que ce soit. L'histoire aurait dû s'en tenir à ce parallèle. Mais les lignes se sont rencontrées brutalement. Entre l'ombre et la lumière, il y a cette limite que l'on franchit toujours douloureusement. Ça tranche trop, il n'y a pas de transition. Un concours de circonstances. Circonstances dont vous êtes responsable. Et ne me dites pas que vous aviez 15 ans. Et ça faisait presque 15 jours qu'on se voyait tous les soirs, Nina et moi. 13 jours exactement. Et le petit jeu entre Lisa et Sébastien durait depuis 3-4 jours seulement. Pour Lisa, ce n'était pas un jeu. Excusez-moi, je ne choisis pas les mots qui sortent de ma bouche, je suis désolé si certains peuvent vous heurter. Trahissent vos pensées, c'est tout. Mais Nina n'aurait pas dû être là cet après-midi. Vous non plus. Lisa non plus. Pierre non plus. Alain non plus. Sébastien non plus. On est arrivé vers 14h45. Le rendez-vous étant fixé à 15h, on arrivait toujours 15 minutes avant pour pouvoir se cacher. En général, on montait sur une espèce de mezzanine qui surplombait la partie basse de la grange, et de laquelle, non seulement on avait un point de vue imprenable sur le contrebas, mais surtout de laquelle il était aisé de ne pas se faire voir d'une personne qui se serait trouvée en bas. Mais ce jour-là... Le 23 août 1993. L'échelle qu'on utilisait habituellement pour grimper n'était pas à sa place. Alors Pierre, Alain et moi, nous sommes allés nous cacher derrière une grande armoire en bois rongé, qui devait sûrement contenir des outils en métal, car il s'en dégageait une odeur âcre de métal rouillé et de bois pourri. Nina m'avait dit que vous aviez une âme de poète. Tous les trois, on s'est cachés derrière l'armoire et on a attendu, à la fois impatient et heureux d'être là entre copains. C'est beau l'amitié. Sébastien, lui, il attendait en bas, assis à même le sol, à quelques mètres de la grande porte en bois qu'on avait laissée légèrement entrouverte et de laquelle transperçait un puissant faisceau de lumière. On était impatients parce que la veille, Sébastien avait réussi à faire enlever son t-shirt à Lisa. Elle lui avait promis que...
Pourquoi je me dis ça? C'est Emilia. Continuez. Il lui avait promis qu'elle enlèverait son soutien-gorge s'il l'embrassait. C'est pathétique. Je vous avais dit que c'était Emilia. Pour qui? Pour tout le monde. Continuez, s'il vous plaît. J'ai entendu des pas dans la cour. L'excitation ne faisait qu'augmenter. La porte mi-close de la grange s'est ouverte dans un grincement qu'on a trouvé charmant. Mais là, en contre-jour, la silhouette que l'on a vue apparaître nous a tous surpris. C'était une silhouette beaucoup plus fine que celle que nous nous attendions à voir. 2 jambes élancées, coupées au-dessus du genou par la dentelle d'une robe légère. Dans le contre-jour, la robe semblait sombre, limite brune. Et nos regards furent captés au-dessus de la robe, par l'incandescence d'une chevelure rousse, transpercée par un halo de lumière venant du dehors et qui donnait aux cheveux de la jeune fille une teinte d'un rouge indéfinissable. Nous étions comme éblouis par cette apparition. La porte s'est refermée. La robe brune a retrouvé ses nuances champagne. Les cheveux rouges se sont adoucis pour laisser place à un rond presque orange. C'était Nina. Sans blague. Et qu'est-ce qui vous est passé par la tête après ça? Beaucoup de confusion. La première chose auquel j'ai pensé, c'est... Je ne voulais pas que Nina me voie. Alors je suis allé me cacher derrière l'armoire, tandis que Pierre et Alain sont sortis immédiatement de leur cachette. Et ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Ils ont agi sans même se concerter. Sébastien, le gentil Sébastien, s'est glissé derrière Nina pour fermer la porte de la grange. Nina n'a même pas eu le temps de comprendre. Elle était entourée de Pierre, Alain et Sébastien. Alain lui a dit « Donne-moi ta robe. Enlève ta robe et donne-la-moi, je te dis. » Il riait. Rien n'était sérieux, ça ressemblait à une blague, une mauvaise blague. Nina a esquissé un refus, mais elle avait compris à leur rire de plus en plus bruyant que ce qu'il n'obtiendrait pas par les mots, il le prendrait de force. Alors, elle a enlevé la robe champagne, honteuse. Elle ne pleurait même pas, elle ne savait même pas si elle avait peur. Son esprit commençait déjà à se détacher de son corps. Elle s'est retrouvée sans sa robe, en culotte, une culotte blanche, torse nu, et aux pieds ses sandalettes en lanière de cuir. Elle a tendu la robe à Alain, qui riait de plus belle. Elle s'attendait au pire, quand un visage lui est apparu de derrière l'armoire, qui l'a immédiatement rassurée. Elle savait qu'elle ne craignait plus rien maintenant qu'elle voyait ce visage ami, ce visage aimé, chéri, qui allait les raisonner, eux qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, que c'était une erreur de jugement de leur part, que tout allait mieux aller à présent que son sauveur était là. Elle connaissait la tendresse dont il était capable, et cela ne faisait aucun doute dans son esprit, le salut viendrait de lui dans cette situation périlleuse. Mais il ne lui sourit pas. Vous ne lui avez pas souri. Vous avez juste eu l'air désolé, un peu comme maintenant, impuissant devant vos démons, comme si c'était vous la victime. Dans votre regard, vous lui disiez « Désolé mon amour, je n'y peux rien, j'ai 15 ans et je ne sais pas ce que je fais. C'est plus fort que moi, il ne faut pas m'en vouloir, hein, si je laisse mes meilleurs amis t'humilier devant moi et que je participe de l'humiliation. Désolé ma chérie, excuse-moi, ça me soulage. Des coups que me donne mon père tous les soirs quand ma mère n'est pas là parce qu'elle se fait sauter par un collègue de bureau. » Alain a donné la robe à Pierre, qu'il a jetée dans votre direction. Vous étiez pétrifiés, vous n'avez rien fait. Votre choix était déjà fait entre elle et eux. Alors, ne me parlez pas de votre amour. La robe est tombée à vos pieds. Vous avez reculé d'un pas pour ne pas y toucher, comme si cela vous déresponsabilisait de l'agression. Les autres riaient toujours. Vous ne riez pas, mais vous ne faisiez rien, complice. Et ne me parlez pas de votre amour. Pierre a hurlé en riant. Rampe, rampe vers ton petit chéri allumeuse, va la ramasser ta robe, tu iras en rampant, on verra si ta culotte est toujours aussi blanche en arrivant. Elle n'a pas bronché, aucun son n'est sorti de sa bouche. Elle a rampé comme Pierre le lui demandait, d'autant plus que rien en vous ne venait contredire votre ami. Vos amis riaient de la difficulté que Nina avait à ramper sur le sol terreux qui marquait ses genoux et ses coudes, et qui souillait le tissu blanc de sa culotte. Nina, à force d'efforts, finit par arriver à portée de la robe, sous les rires et les sifflements. Vous, toujours muet. Mais soudain,
Tout ce chaos fut interrompu par un cri strident. Le cri d'un animal blessé? Non. Celui d'une jeune fille. Un cri qui finit par un chuintement qui se perdit dans un bruit étrange, mélange de gargarisme et de liquide sous pression. Et surtout, il y eut tout ce rouge. La robe champagne soudain prit une teinte rubis pour se perdre dans une mare de sang à vos pieds. Cela n'a duré que quelques secondes, mais ça ressemblait à une éternité. Nina avait les mains dans le sang. Vous avez reculé d'effroi, vous étiez tous tétanisés. Nina s'est levée, sa culotte blanche tachée de sang, son sang, les mains tachées également, et son visage moucheté, les gouttes d'hémoglobine se confondant avec les taches de rousseur. Mais elle ne savait pas d'où venait tout ce sang, ni celui qui coulait entre ses jambes, ni celui qui stagnait à ses pieds, pas plus que celui qui coulait de ses mains d'enfant, faisant des flics-flocs aigus au contact de la flaque pourpre. Elle n'a pas crié, hurlé, ne s'est pas manifestée outre mesure. Elle a ramassé la robe, vous a tourné le dos, et elle est partie sous les regards médusés de vos amis. Sébastien lui a ouvert la porte, presque galamment. Et la petite fille rouge s'en est allée. Lisa était en haut. Écroulée. Sur la mezzanine. Du sang coulait entre les lattes du plancher depuis sa gorge ouverte. Et tu arrivais plus tôt, je crois. Elle est montée, elle avait assisté à tout. Elle avait poussé un cri quand la douleur était trop insupportable de voir son Sébastien se livrer à cette infamie. Il s'était tranché la gorge avec un couteau qu'il lui avait offert. Le sang rouge sortait de sa gorge dans un jet puissant. Et son corps mou s'était affalé tout son long sur la mezzanine. Puis il y a eu le silence. 3 secondes, 1 minute, des heures ou une éternité. Ensuite, Nina est partie. On s'est tous regardés complètement hébétés, sans avoir besoin de se dire quoi que ce soit, on s'est enfui. On a couru, plus loin aussi, sans chercher à camoufler les preuves, sans réfléchir à quoi que ce soit. On a couru, plus loin, loin de cette grange, loin de cette scène qui enterrait définitivement notre histoire. On a couru jusqu'à la forêt, bouger la route à quelques kilomètres du village. Là, dans la forêt, on s'est caché, persuadé que les gendarmes viendraient nous chercher. Pendant presque 1 heure, on a attendu sans rien dire, sans rien entendre que le chant des oiseaux qui semblaient se moquer de tout seul. Parfois, le craquement d'une branche ou la fuite d'un écureuil. La nature se fout de bras. Puis la sirène des pompiers retentit et nous attendions les gendarmes. Mais les gendarmes ne sont jamais venus vous chercher. On s'était promis de rien dire. On avait juré d'en parler à personne. Vous avez trahi votre promesse. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle. Vous saviez déjà tout. Nina n'a rien dit à notre tante. Elle n'a jamais rien dit à personne. À part à vous. Les gendarmes ont conclu au suicide. Il n'y a pas eu d'enquête. C'était un suicide. Ils n'ont même pas cherché à savoir à qui appartenait ce couteau. Ce meurtre est passé inaperçu. C'était pas un meurtre. Appelez ça comme vous voulez. Quelques lignes dans le journal le lendemain, pas plus. Un fait divers. Suicide d'une adolescente attardée. Je ne revu Nina qu'une seule fois après ça. À l'enterrement de Lisa. C'est là que Nina a commencé à ne plus distinguer les couleurs. Comment ça? Une espèce de daltonisme traumatique. Nina voit le monde dans une sorte de sépia qui tire sur le rouge. C'est possible? Tout est possible quand le cerveau fait la sélection. Un jour je viendrai, je serai sans bagage. Que t'importe après tout ce qu'il y aura. Tu me reconnaîtras à voir ton visage. Il y a tant et tant de temps que tu m'attends.
Nina. Jean. Tu es devenue la petite fille rose que j'ai connue. Elle s'est ternie. Ses cheveux se sont ternis aussi. Tu n'as pas de sœur, n'est-ce pas? Pas vraiment. Tu me vois en rouge? Tes yeux le sont, non? Un peu. Pardonne-moi. J'aimerais tellement. Pardonne-toi au moins. C'est à toi de te pardonner. C'est trop tard pour moi. Pourquoi? Tu le sais, Jean. C'est pour ça que tu es là. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je t'aimais, tu sais. C'est trop tard, Jean. Tu aurais pu me dire au revoir quand même. Je ne pouvais pas. J'avais trop honte. Je croyais que tu viendrais au quart. Après ce que j'avais fait. Je t'aimais, Jean. Après, tout s'est éteint. Là, pourtant, tu n'as pas l'air éteint, tu sais. Maintenant, c'est différent. Qu'est-ce qui est différent? On se dit au revoir, là. Il fallait qu'on se dise au revoir, tu comprends? Je crois que je ne comprends pas vraiment. Je ne suis plus là, Jean. Je ne serai plus jamais là. L'enfant est devenue une femme dans cette grange. Elle a perdu ses beaux cheveux, ses taches de rousseur et ses illusions. Je suis morte une première fois dans cette grange. Et maintenant, je m'en vais. Mais c'est aujourd'hui que je revis. Adieu, Jean. Au revoir. À jamais. J'ai fini la rédaction de mon roman. Je te le confierai pour une relecture à mon retour. C'est bourré de fautes comme d'habitude. Heureusement qu'il y a des correcteurs. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu diras à Sébastien que j'ai changé les noms. Je sais que ça l'inquiète, et depuis le début du projet, il s'inquiète. Mais j'avais besoin des pièces bouquins, c'était nécessaire. Pour moi, pour nous aussi. C'est un processus. Et avec mon père, j'avais besoin d'enterrer définitivement cette histoire. Tu diras à Sébastien que tout le monde se fout de savoir ce qui s'est passé il y a 20 ans. À part moi, bien sûr. Mais ça fera un bon roman. Enfin, je sais. Tu vas me dire que je devrais lui dire moi-même, mais j'ai jamais été très fort pour dire ce genre de choses. À part à toi, bien sûr. J'ai rajouté un chapitre au plan que je t'avais donné. Tu savais, toi, que Nina aurait dû avoir une grande sœur, qui est morte à la naissance. Voilà, je l'ai su parce que j'ai lu l'acte de décès. J'ai mené ma petite enquête, elle aurait dû s'appeler Lisa. C'est pour ça que sa cousine s'appelait Lisa. Hein, en hommage à la petite mornelle. Tu m'étonnes que ça fasse des débiles après ça. Non, je peux pas écrire ça, c'est pas possible. Et aussi, des bisous, mon ami. Je t'aime. J'espère qu'on va se recoller tous les deux. Depuis que Nina est partie, que mon père est mort et que j'ai fini ce bouquin, on va pouvoir repartir sur des bases saines. PS.
46 jours sans alcool. J'en verrai quand j'aurai du raison. Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, ne prends pas tes bagages, que m'importe après tout ce qu'il y aurait dedans. Je te reconnaîtrai, lire ton visage, il y a tant et tant de temps que je t'attends. Tu me tendras les mains, je n'aurai pas de consoler les mains, d'après moi, des lumières, tu n'auras rien à dire, je reconnaîtrai bien. Le tout petit garçon, le regard solitaire, qui cachait ses chagrins dans le jardin perdu, qui ne savait jouer comme lui, ou à la guerre, qui avait tout donné, il n'avait. Si je venais vers toi, je viendrais sans bagage, que t'importe après tout ce qu'il y aurait dedans. Tu me reconnaîtrais à lire mon visage, il y a tant et tant de temps que tu m'attends. Je te tendrai les mains, tu n'aurais qu'à les prendre et consoler les voix qui pleurent dans ma main. Tu m'apprivoiserais les lumières éteintes, je n'aurais rien à dire, tu reconnaîtrais bien. La toute petite fille, les cheveux en bataille, qui cachait ses chagrins dans le jardin perdu, et qui avait pris le vent et la paille, et le frais de la nuit, et le jeu, et les fondus. Ce jour, sans passer, sans bagage, nous partirons ensemble vers le nouveau printemps qui mêle nos corps, et nos visages, il y a tant et tant de temps que nous attend. À quoi vont se revenir les rêves de l'enfance, à quoi vont se revenir les illusions de l'amour. Sans verra ce jour, nous étions ensemble, j'avais retrouvé, j'avais reconnu. Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras. Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, ne prends pas tes bagages, que m'importe après tout ce qu'il y aurait dedans. Je te reconnaîtrai, lire ton visage, il y a tant et tant de temps que je t'attends. Tu me tendras les mains, je n'aurai qu'à les prendre et consoler les voix qui pleurent dans ta voix. Je t'apprivoiserai les lumières éteintes, tu n'auras rien à dire, je reconnaîtrai bien. Le tout petit garçon, le regard solitaire, qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus, qui ne savait jouer qu'aux billes ou à la guerre, qui avait tout donné et n'avait rien reçu.